Salvatore l'alchimiste de Pierre Bouchardon. Sous ce titre, un client sérieux. Georges Courteline, très classique de langue, et logicien de l'humour, a mis à la scène la désopilante histoire que voici. Oscar Ildefonse la goupille, lampiste au ministère des Affaires étrangères, fréquente un modeste café, à l'enseigne du pied qui remue, tenu par M. Alfred. Il y dépense 6 sous par jour, le prix d'une consommation, mais avec un petit noir, 3 morceaux de sucre, une carafe d'eau et un carafon de cognac. Il se confectionne grâce à de savants mélanges, un mazagran, un gloria, une eau sucrée, un grog, une fine, et enfin un brûlot. Par-dessus le marché, il rosse un beau soir le limonadier. Poursuite correctionnelle. Nous sommes à l'audience. Le substitut Saint-Paul Mépier vient de demander à tous les échos l'officiel. Il s'attend à être révoqué, parce que le cousin du gendre du beau-frère de sa belle-sœur a décidé sa tante à mettre son filleul aux jésuites de Vaugirard. L'interrogatoire de la goupille, comme la déposition de sa victime, est d'un comique achevé. Puis maître Barbemolle défend le prévenu. Il en fait une manière de héros. Ce qu'est la vie de cet honnête homme, demandez-le donc à l'aurore, demandez-le au pesant soleil de midi, demandez-le au crépuscule du soir, qui depuis tant d'années, chaque jour, voit perler la sueur à ce front éternellement courbé sur la tâche. Et voici qu'au moment le plus pathétique du plaidoyer, le substitut apprend sa révocation. Bien mieux, c'est maître Barbemolle, qui est nommé à sa place. D'un pas assuré, le geste large, interrompant à peine le fil de son discours. Le nouveau magistrat escalade le siège du ministère public, et sans transition, se met à tirer à boulet rouge sur son client. Lampiste par profession, mais ivrogne par caractère. Il calcule qu'à 7 consommations par soirée, cette fleur de débauche et de fainéantise, cette incarnation de pâle voyou, on absorbe 2555 les années ordinaires et 2562 les années bissextiles. Bref, il requiert contre lui toute la sévérité de la loi. Et le pauvre la goupille n'en croit pas ses oreilles. Modifiez à peine les lieux. Conservez même au débat une partie de leur caractère bouffon. Substituez un crime à un délit, et de cette courte linesque aventure, vous allez faire un drame poignant. Écoutez plutôt l'histoire de Joseph Salvatore, dit Novaro, alchimiste par goût, mais assassin par nécessité. C'était un pauvre hère au dos voûté, au teint bilieux et aux joues creuses. Il avait vu le jour en 1804, à Bianco Castello, dans le pays de Gênes. Et 30 ans plus tard, il était venu échouer à Paris, refuge de trop de dévoyés et de malfaisants. Il avait amené avec lui en qualité de servante maîtresse une Vénitienne de 25 ans, Marietta Antonielli, ex-danseuse, disait-on, et le couple occupait au 117 de la rue Saint-Honoré, un logement sordide. Joseph Salvatore avait essayé de plusieurs métiers, sans jamais réussir dans aucun.
À Milan, il avait abandonné le commerce d'huile en gros pour celui des sangsues. À Lyon, sous le couvert de vagues notions de chimie, acquises chez des moines piémontais, il s'était fait alchimiste et se targuait d'avoir découvert la pierre philosophale. Il avait en réalité dépensé à de chimériques expériences les 6 000 francs qui constituaient toute sa fortune. Il avait même dû, pour payer ses fournisseurs, vendre le peu d'argenterie qu'il possédait et engager jusqu'à sa garde-robe. À Paris, il avait poursuivi ses décevantes recherches, vivant au milieu de cornues et de creusets, soufflant le feu et faisant fondre des minéraux sans relâche. Il se prétendait capable de fabriquer de l'or, avec les matières les plus communes, et de produire du cuivre à 50% au-dessous du cours. Étrange personnage au reste, que ce Génois transplanté à Paris. Roulant les yeux, gesticulant tel un possédé, toujours prêt à éclater comme un tonneau de poutre, hâbleur à rendre des points à un charlatan de foire, plus bavard qu'une pie borgne. Il parlait un jargon tout fleuri d'images, avec l'accent que prête la comtesse de Ségur au sympathique Paoli, dans François le Bossu. Les gens se retournaient sur son passage, et il n'en éprouvait nulle gêne, même légère. Il s'habillait en bourgeois, mais sa défroque, une redingote bleue râpée et un pantalon plus misérable encore, n'auraient guère tenté le crochet du chiffonnier. En revanche, il soignait son visage, laissait ses cheveux luisants noirs descendre jusqu'à ses sourcils, croisait sous son menton des favoris touffus, enroulait une cravate de soie autour de son cou décharné, et coquetterie lui venant sans doute de son pays natal, ornait ses oreilles de 2 boucles d'or à facettes brillantes. C'était sa seule richesse, car ce bijou assez inusité chez un homme ne sortait pas de ses fourneaux. Au fond, depuis son arrivée à Paris, le trop exubérant Salvator n'avait connu que la détresse, et c'était en vain qu'il avait tenté la chance dans les maisons de jeu. Aussi à ses moments perdus, il s'était improvisé faux-monnayeur. Le 22 août 1836, il avait successivement offert à 2 épiciers, auxquels il achetait un quarteron de sucre, une pièce fausse de 5 francs. Arrêté aussitôt et trouvé nanti d'un couteau poignard, il s'était vu traité par la justice avec indulgence. Une condamnation à 10 jours d'emprisonnement, pour port d'armes prohibé, et usage d'une pièce reçue pour bonne, mais vérifiée fausse, avait été le seul et bénin épilogue de sa mésaventure. Peut-être cependant eût-on bien fait de perquisitionner alors, dans son laboratoire d'alchimiste. 6 mois passèrent, puis le 21 février 1837, un crime féroce autant qu'audacieux vint jeter l'épouvante dans le quartier Ventadour. Ce jour-là, vers 8 heures du soir, un individu à tournure minable poussa la porte de la boutique du sieur Ferret, marchand épicier à l'angle de la rue Thérèse et de la rue des Moulins. Il parlait avec un accent italien très prononcé et portait des boucles d'oreilles. Il demanda une demi-livre de pruneaux, et quand le prix, 6 sous, lui eut été annoncé,
Il déposa sur le comptoir en prenant grand soin de ne pas la faire teinter une pièce de 5 francs à l'effigie de Louis-Philippe. L'épicier avait déjà tiré de son tiroir une poignée de sous et de petites monnaies blanches, quand il s'avisa de soupeser l'écu. « Mais il est faux !» s'écria-t-il. « Il n'a ni le son, ni la couleur, ni le poids. » L'acheteur protesta, tout en sortant de sa poche une seconde pièce, qu'il entendit substituer à la première. « Vous voyez bien que c'est la même. D'ailleurs, je suis un honnête homme, et je demeure rue Neuve des Petits Champs. »« Possible, » répondit Ferret. « En attendant, je vous invite à me suivre chez le commissaire, auquel je vais de ce pas remettre votre pièce. Vous vous expliquerez avec lui tout à votre aise. De deux choses l'une, ou vous êtes l'honnête homme que vous prétendez, et vous n'avez rien à craindre, ou vous n'êtes qu'un effroyable coquin, et en ce cas vous paierez pour les autres. Car voilà trop longtemps que presque chaque jour, on cherche à écouler dans ma boutique de la fausse monnaie. » Le client parut un instant de raison, hésiter sur le parti à prendre. Puis, avec une adresse digne de Robert Houdin, il rafla la monnaie qui traînait sur le comptoir, et s'enfuit à toutes jambes, serré de près par le commis de la boutique, Jacques Doffineau. Soudain, il se retourna, et fit face, après avoir tiré de sa poche une sorte de couteau-poignard. C'était une lame pointue et tranchante, fixée au moyen d'une solide ficelle enduite de pois, dans un manche à demi éclaté. Avec cet instrument d'assassin, il frappa Doffineau à la poitrine, à l'aisselle droite et au bras droit. Puis ce premier adversaire mis hors de lutte. Il reprit sa course. Il n'avait pas une seconde à perdre, car l'épicier venant à la rescousse était déjà sur ses talons. Se voyant sur le point d'être saisi au collet, il s'arrêta et fit de nouveau usage de son arme. Mais d'un revers de main, Ferret put détourner le coup. Réussirait-il à parer une seconde fois? C'était peu probable. Et ne courait-il pas à péril de mort à accepter le combat? Aussi, sans attendre une seconde attaque, il jugea prudent de battre en retraite et de regagner sa demeure. À peine avait-il parcouru la moitié du chemin qu'il entendit dans son dos comme une galopade. Quelqu'un le poursuivait, qui, fondant sur lui, le frappa de 3 coups de poignard. L'un très violent, à l'épaule droite, les 2 autres dans la région de l'épaule gauche. « Au voleur! Arrêtez le voleur !» s'écria Ferret, qui ne sentait pas encore ses blessures. Cet appel fut entendu, et aussitôt s'organisa une véritable chasse à l'homme. On vit le malfaiteur, toujours courant, tirer de sa poche des pièces de monnaie et les lancer dans le ruisseau. On vit quelque chose briller à ses oreilles. On le vit tourner à l'angle de la rue Thérèse comme pour entrer dans la rue Ventadour, puis repousser d'une bourrade un portier, le sieur Denis, et prendre à gauche dans la rue Neuve des Petits Champs. On le vit s'arrêter à bout de souffle, rue Gaillon, mais se débattre comme un beau diable sous l'étreinte des gens qu'il avait enfin saisis par les pans de sa redingote. C'était Joseph Salvator, l'alchimiste. Et pas une seconde, depuis qu'il avait poignardé l'épicier de la rue des Moulins, on ne l'avait quitté des yeux. Dangereusement blessé et perdant son sang à flots, Ferret avait été ramené dans sa boutique. On lui présenta le fuyard. Il le regarda tristement.
mais sans manifester aucun signe de colère ou de vengeance. Puis il articula d'une voix faible. « C'est bien lui, je le reconnais. J'ai été frappé à mort, mais au moins j'ai purgé la société d'un monstre. » On fit des recherches dans les rues qu'avait suivies Salvatore, et l'on y ramassa non seulement des pièces de monnaie, mais encore à 2 pas de sa gaine en cuir, un couteau poignard qui parut présenter des taches de sang. Et ce ne furent pas les seules découvertes. Dans le laboratoire de l'alchimiste existaient divers instruments dont les manches offraient une ficelure, en tout semblable à celle du poignard. Bien mieux, on saisit un culot de métal, cuivre et plomb, de même nature que la pièce fausse, du plâtre à moule et de l'arsenic, substance qui donne de la dureté aux alliages. Enfin, on ne manqua pas de comparer le faux écu de 5 francs, émis par Salvatore le 22 août 1836, à celui dont Furet, du premier coup d'œil, avait découvert le mauvais aloi. Manifestement, et les experts émirent à ce sujet une affirmation sans réserve. Les 2 pièces sortaient du même moule. Il n'était pas jusqu'à la gaine du poignard, dont l'instruction ne put faire état contre l'inculpé. Cet étui était formé d'un fragment de cuir de vieille botte, et de toute évidence il avait été cousu par un cordonnier amateur. Or Salvatore, tout professeur de chimie et de métallurgie qu'il s'intitula, ne dédaignait pas de se livrer à de moins nobles ouvrages. Il possédait une forme et un marteau à chaussures, et son portier Louis-Joseph d'Herberg, l'ayant surpris un jour tablier de cuir au ventre, à marteler des semelles, n'avait pu s'empêcher de faire tout haut cette remarque. « Tiens, tiens, il paraît que vous êtes à la fois chimiste et cordonnier. » Il s'en était fallu de peu que l'artère axillaire de Jacques Dauphineau n'eût été atteinte. Le commis épicier survécut à ses blessures, mais de longues semaines il fut hors d'état de reprendre ses occupations. Quant à Furet, sa blessure de l'épaule droite ne devait pas pardonner. D'hémorragie en hémorragie, il s'achemina vers une mort cruelle, que retarder à peine le tamponnement de la plaie, la cautérisation par le fer rouge, la ligature de l'artère axillaire, et enfin l'amputation du bras. 25 jours après le crime, exactement le 18 mars, il expirait dans les bras de sa jeune femme. Que vouliez-vous que fît Salvatore contre la montagne d'épreuves? Qu'il avoua. C'était ne point le connaître. Le subtil Génois nia tout. Malgré l'évidence, malgré le flagrant délit, malgré les boucles d'oreilles, il s'obstina à prétendre qu'il était victime d'une épouvantable méprise, et que le jour n'était pas plus pur que le fond de son cœur. Mais pour conserver à ces audacieuses et extravagantes protestations tout leur pittoresque, il faut les placer dans le cadre même de la cour d'assises. Ainsi, pas de double emploi. Le burlesque d'ailleurs va côtoyer le drame, et il débordera de chaque réponse. Les débats s'ouvrirent le 14 juillet 1837, sous la présidence du conseiller Dupuy, qui avait occupé la même place lors du procès du célèbre Lacenaire. L'accusateur était un magistrat, jeune encore, que l'audience inspirait, et dont la présence au fauteuil, en dépit du milieu le plus blasé qui fût, devenait chaque fois un événement. J'ai nommé l'avocat général, Pierre-Ambroise Poulougoulme.
un tempérament et une conscience. Et j'ai dit d'ailleurs quels souvenirs gardèrent de lui ses contemporains. Salvator fit une entrée bruyante. Il tenait à la main un énorme rouleau de papier et un porte-plume terminé par un bec en fer. À grand renfort de roulement d'yeux, de gestes et de jérémiades, il n'eut de cesse qu'on ne lui eût apporté un encrier. Alors commença un interrogatoire vraiment funambulesque. « Salvator, demanda le président, vous vous êtes flatté de tirer de l'or des matières les plus communes. »« Oui, signor. C'est une découverte admirable, et la plus grande depuis que le globe il tourne. Je me soumets à en donner des preuves d'une évidence palpable. Si seulement je consens à répandre mon sang pour la punition de l'imposture. Inutile. Nous n'entendons pas contester vos capacités en métallurgie. Mais n'avez-vous pas utilisé de telles connaissances à fabriquer des pièces fausses? C'est pour vous, convenez-en, une coïncidence fâcheuse que les 2 écus de 5 francs que vous avez cherché à écouler, l'un le 22 août 1836 et l'autre le 21 février 1837, sortent du même moule. La pièce de 1836, je l'avais reçue comme bonne. Quand je l'ai présentée, j'avais les 3/4 de conviction qu'elle était fausse. Mais il me manquait, pour l'incomplète persuasion, le 4e quart. Monsieur le législateur, il n'a pas voulu fouler sous ses pieds un honnête homme qui se trompe. Monsieur le législateur, il a voulu punir les criminels qui fabriquent de la fausse monnaie et bouchent ainsi les canaux du commerce. Et voyez comme les 2 affaires ont eu même commencement. Chaque fois, vous vous présentez chez des épiciers à une heure tardive. Vous demandez une denrée de très minime valeur. Vous êtes armé d'un couteau-poignard. Les couteaux, c'est ma plus grande décharge. J'avais l'habitude d'en porter une sur moi. Je passe une partie de ma vie à voyager, et en voyage on a besoin de couteau. Si votre cheval il s'abat dans la montagne, il faut bien faire un trou à son fourniment et couper les courroies. Mais les couteaux, il est aussi nécessaire que le fouet ou le pain. Au surplus, dans l'affaire Ferret, je suis candide et albe comme la neige. Et dépliant son immense rouleau de papier, Salvator s'apprêtait à en commencer la lecture, quand M. Dupuis l'invita à répondre verbalement. L'intarissable bavard continua donc à parler. Mais peut-être convient-il désormais de traduire quelque peu son langage, et de supprimer son accent. Une certaine lassitude ne naît-elle pas dans Balzac, de l'imitation ininterrompue et servile des jargons du baron de Nucingen et du vieux pianiste Schmuck? Le président posa cette question. Vous avez été reconnu par Ferret, par sa femme, par Dauphinot, par d'autres encore. Je prouverai qu'il se trompe, répondit Salvator. Si l'on vous disait que d'une chiquenaude, j'ai mis à bas la colonne Vendôme. Croiriez-vous 10 témoins, 100 témoins, 1000 témoins? La palpabilité prouvera que j'ai raison. Tous ont été frappés de votre accent, de votre voix criarde, de votre teint bilieux, des boucles qui brillaient à vos oreilles. La signora Ferret a dit devant le commissaire
qu'elle ne reconnaîtrait pas l'assassin. On me présente à elle et elle dit « Le voilà !» J'étais entouré de monde, comme un trognon de pomme que les mouches se disputent. Elle aurait reconnu n'importe qui. Remarquez que vous êtes resté assez longtemps dans la boutique. Ferret, sa femme et son commis ont donc eu tout le loisir de vous examiner. Une discussion s'est même engagée au sujet du faux écu. Moi je m'attache aux pièces du procès. C'est, je le répète, la signora Ferret qui est cause de l'équivoque. Elle m'a reconnu. Alors tout le monde m'a reconnu. Arrivons à ce que j'appellerais la seconde scène. Le client de Ferret prend la fuite. À partir de ce moment, on ne le quitte pas des yeux. Et c'est d'ailleurs à quelques mètres de la boutique que Dofino est frappé. L'agresseur du commis, c'est l'émetteur de la pièce fausse. L'agresseur du commis, c'est l'assassin de Ferret. L'assassin de Ferret, c'est l'homme auquel il a fallu donner la chasse, et qu'on a arrêté rue Gaillon. Et cet homme, c'est vous, Salvatore. Si j'ai été arrêté courant, ce n'est pas une raison pour que je sois coupable. À Paris, je ne connais pas les chemins. Je me dirige d'après le nord et le sud, comme avec une boussole. Je rentrais chez moi venant de la place des Victoires, quand j'ai entendu crier « Arrêtez-le! Arrêtez-le » Je n'aime pas le tapage. Depuis qu'on a fait des révolutions, je me suis toujours enfui devant les malfaiteurs. J'ai donc pris mes jambes à mon cou. Et on s'est mis à ma poursuite. On s'est jeté sur moi, et on m'a violenté. C'est tout simple. Dofino a vu une arme luire entre vos mains. C'est impossible. Si quelqu'un vous racontait que dans 15 jours, la Seine va passer au-dessus des tours Notre-Dame, le croiriez-vous? Ferret a fait connaître qu'au moment où, après avoir paré votre premier coup, il revenait vers sa boutique, vous l'aviez poursuivi et frappé avec votre poignard. Quelle sottise! Comment? J'aurais couru après lui au lieu de fuir. Ce n'est donc plus le loup qui chasse la brebis, mais la brebis qui attaque le loup. D'ailleurs, tous les témoins s'anéantiront au jour de la vérité. Ferret perdait son sang à flots. Il ne pouvait voir. La vengeance l'éblouissait. Dans les temps des empoisonneurs, combien d'hommes innocents et purs ont péri, dont le sang fume encore. Et vos boucles d'oreilles? Je demande qu'on envoie un homme courir avec des boucles d'oreilles en pleine nuit. Personne ne pourra les voir. Et le poignard ramassé à peu de distance du lieu de votre arrestation? Cela ne me regarde pas, du moment que je suis innocent. Mais enfin, pourquoi donc courriez-vous si fort? Je vous l'ai dit, je fuyais la Révolution. Un cheval entend du bruit, il se sauve. Sans me comparer à une bête, j'ai fait tout comme. La gaine du poignard était l'œuvre d'un cordonnier. Or, vous vous occupez parfois à fabriquer des chaussures. Monsieur, je ne suis jamais sans rien faire. J'ai raccommodé des souliers pour mon plaisir. Mais je n'ai jamais travaillé dans le neuf. Je tiens la vérité à la main. Qu'on s'en rapporte, non à moi, mais au palpable. Un noyau ne peut aller que dans un coquille. Je vous défie de le loger dans une autre. Tous les éléments de la cause démontrent que vous fabriquiez de la fausse monnaie. Pensez-vous qu'après une première catastrophe, je serais resté dans la même maison à continuer à la face du monde,
des travaux métallurgiques compromettants. Qu'avais-je besoin de quelques pièces fausses, quand après un labeur opiniâtre, je touchais au grand triomphe? Car je suis parvenu à faire de l'or. De l'or, entendez-vous? Quand mon secret sera connu, vous verrez que c'était une chose toute simple. On a traité Christophe Colomb de fou, et puis le jour où il a eu découvert l'Amérique, on s'est mis à ses pieds. J'ose espérer que la postérité me rendra même justice, et même hommage. Vous alliez dans les maisons de jeu. Je n'ai jamais eu de mauvaise fréquence. On m'a rencontré en pareil lieu, parce que j'y voyais entrer des personnes honnêtes et bien habillées. Quand j'ai su qu'il y venait des gens non probes, je suis resté chez moi. Du reste, comme je le disais, un noyau ne peut rentrer que dans sa coquille. C'est comme l'enfant sorti du sein de sa mère. Mais j'entends qu'on rit dans la salle. Il m'est impossible de m'expliquer, si on ne me prête pas la plus religieuse attention. Vous vous trompez, Salvatore. Personne ne songe à vous interrompre. On vous écoute même dans un complet silence. Il faut que je me défende. Sinon, qu'on le dise tout de suite, ou je vais m'en aller. Et déjà l'alchimiste, son chapeau sur la tête et son éternel rouleau de papier sous le bras, se dirigeait vers la porte des accusés. Il fallut que les gendarmes le saisissent à plein corps et le ramenassent à son banc, non sans rencontrer quelque résistance. On le croyait apaisé, simple et courte trêve. Bientôt le trépidant personnage, tel un gymnote, fut agité de nouvelles décharges électriques. Le geste désordonné, la voix aiguë a monté jusqu'au si bémol. Il se mit à noyer chaque question sous un flot de paroles incohérentes. Son excitation ne connut plus de bornes. Quand l'un des premiers témoins entendus, M. Thiollier, contrôleur général de la monnaie, vint affirmer que les pièces fausses émises par Sabatier étaient sorties de la même fabrique. L'accusé jeta les hauts cris. « Ne l'écoutez pas, je le récuse. Je veux un adversaire compétent. Il me faut un chimiste pour me justifier. Que ce soit un effet de votre bonté d'appeler M. Gay-Lussac. Je le connais de réputation et le crois digne de discuter avec moi. » Et il se lança dans une dissertation sans fin, où l'on entendait passer les mots de fluide résineux, d'oxyde, de fluide vitreux, d'oxygène. Monsieur Plougoulme finit par mettre le holà. Vous ne pouvez occuper l'audience à faire un cours de chimie. N'oubliez pas que vous avez à répondre d'une double accusation. Émission de fausse monnaie et assassinat. Veuillez donc ne pas abuser davantage de notre patience. Je dis ceci pour soulager la poitrine de Monsieur le Président, que véritablement vous épuisez. Et Monsieur Dupuis, reconnaissant, ajouta: « C'est bien vrai !» Mais la leçon fut à peine comprise. Salvatore continua, en un langage amphigorique, à faire étalage de sa science et du pouvoir, dont il se targuait d'opérer la transmutation de toutes choses en or. Il fut à peine convenable, quand Madame Ferret, sous de longs voiles de deuil, et la voix brisée par des sanglots, vint le reconnaître. Il nargua même le portier Denis, qui, après avoir tenté de lui couper la route, l'avait vu se débarrasser de pièces de monnaie.
puis courir et lutter jusqu'à épuisement de ses forces. Courir et lutter. Ah, monsieur le témoin a vu cela, lui. Courir et lutter. Comment l'aurais-je pu? On me tirait à droite et à gauche, de l'Orient à l'Occident, comme un canard que plument 10 personnes à la fois. Au surplus, monsieur le témoin, peut-il dire de quelle poche j'ai jeté l'argent? Ma foi, je n'oserais affirmer. Vous voyez bien qu'il altère la vérité. Il ne sait pas. Il a vu quelqu'un. Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté tout de suite? C'est comme si à un oiseau perché sur la branche, on tenait ce langage. Petit, petit, attends-moi là. Je vais chercher mon fusil à la maison. L'avocat général Plogoulm vint cette fois encore au secours du président, qui s'égosillait en vain à mettre une sourdine à cette bruyante logorée. Vous oubliez, Salvatore, que le témoin ne vous a pas perdu de vue un seul instant. Si vous voulez constater que nous sommes en Amérique, je n'ai plus rien à dire, mais nous sommes à Paris, ce me semble. Ne voyez-vous pas que tous les témoins sont animés contre moi? C'est la vengeance. Une étincelle électrique domine leur âme. Ils veulent que mon sang coule. Et puis de quel droit me coupez-vous toujours la parole? Tenez, décidément, j'aime mieux quitter cette salle. Le bouillant alchimiste esquissa alors un nouveau geste de sortie. Mais il se rassit presque aussitôt, sans que les gendarmes eussent, cette fois, à lui barrer le passage. Il n'est que de faire du bruit et d'insister pour obtenir. À l'audience du 15 juillet, le président excédait du verbiage de Salvatore, mais impuissant à l'endiguer, finit par se laisser forcer la main. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, il manda Gay-Lussac. L'accusé daigna traiter celui-ci en égal et en confrère, mais il déchanta quelque peu, quand après expertise du culot découvert dans le laboratoire de la rue Saint-Honoré, l'illustre chimiste vint affirmer qu'il existait identité d'alliage entre ce résidu et les pièces fausses. « Salvatore, demanda M. Plogoulm, que vouliez-vous faire de ce culot? Je l'ai déjà dit. N'importe. Répétez-le. Je voulais en faire de l'or. Monsieur Gay-Lussac, est-il possible de tirer de l'or d'une composition de plomb et de cuivre? Non, monsieur l'avocat général. Ni théoriquement, ni pratiquement. À ces mots, Salvatore bondit. Vous viendrez peut-être me raconter, monsieur Gay-Lussac, que les corps simples ne sont pas des corps composés. C'est là une des nombreuses erreurs de la science. J'ai découvert et je vous démontrerai que l'alcali est la base de tous les métaux. Qu'on me mette à l'essai, qu'on me donne n'importe quoi, du plomb, du cuivre, des pierres, qu'on m'enferme dans une chambre, et je me charge de faire de l'or. Si vous voulez, messieurs les jurys, je vais en fabriquer sous vos yeux à l'instant même. C'est palpable, cela. Et si j'altère la vérité, que la mort soit ma punition. J'ai écrit à Louis-Philippe, quand j'étais libre, qu'on aille le chercher. Je lui ai dit, mon roi, j'ai fait une découverte, de nature à amener une révolution sociale et politique peut-être. Veuillez m'appeler auprès de vous, auguste majesté. Je n'ai d'autre but que votre gloire. Voilà que vos divagations recommencent, interrompit M. Dupuis. Tâchez donc une bonne fois de revenir à l'accusation
qui pèse sur votre tête. Encore un coup. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez fait de l'or, mais si vous êtes un assassin. Et moi je veux prouver ma puissance grandissime. Je suis dans la capitale de la France, devant la première cour du royaume. Bien certainement je serai compris. Qu'on m'apporte un fourneau et ici même en 10 heures, 5 peut-être. Je vous fais de l'or. Eh bien, je vous accorde que vous savez faire de l'or. Êtes-vous satisfait? Enfin l'on me rend justice. Et voilà, j'espère mon procès clos. Une minute cependant. Monsieur l'avocat général n'a pas dit comme vous. Monsieur Plougoul m'haussa les épaules, et d'un ton lassé. Eh mon Dieu, si cela peut vous faire plaisir, je vous concède moi aussi que vous fabriquez de l'or. Il ajouta plus grave. Aviez-vous d'autres ressources? Je possède tout plein de petits talents pour vivre. Je sais faire de l'eau de Cologne et des briquets phosphoriques. Qu'on m'apporte un fourneau, vous dis-je. Tous les jours que luit le soleil, je gagne ma vie. Avais-je besoin d'argent, je créais de l'or. Je prenais les matières les plus impures, et je les changeais en les métaux les plus précieux. À chaque instant, le débat oscillait du bouffon au tragique. Salvatore eut une véritable crise de fureur, quand un sieur, François Eulé, détenu à la force, comparut entre deux gendarmes, et affirma qu'à la souricière, l'accusé lui avait tenu ce propos. Heureusement que je me suis débarrassé de mon poignard en le jetant dans la rue. Le témoin est faux, archi faux, vociféra Salvatore. Qu'il sorte, qu'on l'expulse. D'abord, c'est un homme immoral, qui fréquente des filles. J'ai vu les pièces. Mais taisez-vous donc à la fin. Non, non. J'ai un confesseur auquel je n'ai rien dit, et vous voudriez que j'aie fait cette confidence à un pareil homme? Si vous continuez, je vais vous faire quitter l'audience. Je ne demande pas mieux. Mais pas comme vous l'entendez. J'userai de la loi du 9 septembre 1835. Vous serez reconduite en prison, et nonobstant votre absence, il sera passé outre. Votre conduite est telle que vous me faites sortir de mon caractère, et m'obligerez bientôt à prendre une mesure que je n'ai jamais ordonnée. En dépit de l'avertissement, Salvatore fut à peine plus calme, quand les docteurs Bertin et West vinrent déclarer que Ferret, même s'il eût été plus vigoureux, n'aurait pu survivre à sa blessure de l'épaule droite, une des grosses artères ayant été sectionnée. « Je suis entouré par un torrent, » gémit Salvatore. « Mais Dieu veille sur l'innocence. Je ne veux pas insulter messieurs les savants. Cependant il arrive que le malade, s'il a trop de médecins à son chevet, va plus mal que s'il n'en avait pas. Des gens meurent d'une égratignure. Voulez-vous demander au docteur Bertin si l'on n'a pas vu un homme s'arracher un ongle et en mourir? Je lui demanderai simplement si l'on a employé tous les moyens possibles pour sauver la vie de Ferret. Monsieur le Président, répondit le praticien, le roi lui-même n'eût pas été soigné avec plus de sollicitude. Salvatore avait été soumis à un examen mental, confirmant les conclusions de leur rapport. Le docteur Jacquemin et de Vergy parlèrent de son goût immodéré pour la chimie,
bien qu'il connût fort mal cette science, de son exaltation, fin tout réel, quand on s'avisait de le contredire à ce propos. Mais ils estimèrent d'un commun accord que l'alchimiste de la rue Saint-Honoré avait le libre exercice de ses facultés intellectuelles, ainsi que le discernement complet du bien et du mal. Le docteur Jaquemin ajouta: « Un jour que les yeux mobiles et le geste effervescent, il nous expliquait dans un véritable délire de mots l'une de ses expériences. Je lui adressai à brûle-pourpoint une question relative à l'affaire Feray. Immédiatement, il nous fit une réponse pleine de sens et d'à propos. Pour une fois, Salvatore avait écouté sans interrompre. Mais au moment où le témoin allait quitter la barre, il agita une feuille de papier. « Voilà un petit écrit. Je voudrais bien le faire signer à monsieur le docteur Jaquemin, qui est un des plus grands savants de la terre. Monsieur le Président, voulez-vous en donner connaissance au public ?» Et quand d'une voix épuisée, Monsieur Dupuis l'eut invité à se charger lui-même de ce soin. Il lut: « Nous, docteurs en médecine, chimistes, experts, membres de la faculté de Paris, sous-signés, certifions à tous qu'il appartiendra, qu'ayant été appelés pour nous assurer du talent et de la science de Joseph Salvatore, dit Novaro, nous lui avons demandé s'il possédait réellement le secret de faire de l'or, à quoi Joseph Salvatore a répondu qu'il gardait pour lui ce secret, mais qu'il offrait d'en faire sur le champ devant nous l'expérience. Il a pris l'engagement de changer aussitôt la pilure des briques rouges en plomb, à l'effet de quoi il a demandé des acides nitriques, borique arsénieux, du sulfate de chaux et du soufre. »« Salvatore, Salvatore !» interrompit le président. « Vous abusez. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez faire de l'or, ou changer en plomb la pilure des briques. Asseyez-vous. Asseyez-vous donc, vous dis-je. Il faut que cela ait une fin. Alors je vais me retirer. Je perds patience. On s'arrangera sans moi. » Au fond, Salvatore était un tacticien, et toutes ses extravagances ne tendaient qu'à créer une diversion. Depuis 2 jours, il occupait la scène, se trémoussait comme paillasse, amusait l'assistance et égarait le débat. Quand on lui parlait assassinat, il répondait alchimie. On en oubliait la scène affreuse, où Feray avait été frappé par derrière et lâchement, d'un coup mortel. On n'apercevait plus qu'un battleur et un charlatan, là où il y avait un criminel d'une dangereuse espèce. Le public des grandes premières de la cour d'assises avait envahi la salle avec d'autant plus de presse que depuis au moins 6 mois, aucune affaire capitale n'avait été déférée au jury de la scène. Il s'amusa follement à chacune des bouffonnes réponses de Salvatore, mais il eût voulu voir l'alchimiste à son fourneau, dans le prétoire même, transmuant le plomb vil en or pur. Il dévisagea quand elle parut à la barre pour n'y rien dire du reste, qui put charger son amant, Marietta Antonielli, une assez jolie fille aux yeux noirs, tout de blanc vêtue, et haut coiffée d'un chapeau de paille. L'attitude encourageante de la salle aurait inspiré Salvatore, s'il lui était besoin, mais les impressions à la cour d'assises changent au gré du moindre incident, et l'alchimiste commit l'imprudence de rentrer dans l'affaire. « Je veux un médecin,
N'importe lequel, demanda-t-il. Le docteur de Vergy était encore dans la salle. Il s'avança au pied de la cour. « Monsieur de Vergy, questionna Salvator, lorsqu'une artère est coupée, le sang ne doit-il pas jaillir? Me comprenez-vous bien? Quand l'artère se trouve dans l'intérieur des chairs, et que pour l'atteindre, l'arme doit pénétrer de plusieurs pouces, il peut fort bien n'y avoir aucun jet de sang. Mais au moins le poignard sera maculé de taches rouges. Pas même si la blessure est profonde, comme épaisse la couche de vêtements à traverser. En tout cas, les habits doivent être souillés à l'endroit des blessures. Ils sont là. J'exige qu'on me les montre. » Il eut satisfaction. Les huissiers rompirent les sceaux d'un gros paquet et étalèrent sur le bureau des pièces à conviction, les vêtements des victimes de Salvator. Partout du sang. Les chemises en particulier en étaient inondées. À ce spectacle, plusieurs jurés se voilèrent les yeux, et cette fois un frémissement d'horreur parcourut l'assistance. Mais l'accusé n'en eut cure. Il voulut même qu'on lui passât les dépouilles de Ferret et de Dofino. Alors impassible, il se mit à les tourner et retourner sous toutes leurs faces, le nez dans les déchirures. On eût dit qu'il allait accomplir un tour de prestidigitation. Peu satisfait sans doute de son macabre examen, il tenta une dernière diversion. « Monsieur le Président, si c'était un effet de votre bonté de suspendre l'audience, je me sens un peu fatigué. » Ce fut l'avocat général qui répondit. « Salvator, vous vous reposerez pendant notre réquisitoire. » C'était fini de bouffonner. Déjà M. Plougoulm était debout, et il commença en ces termes. « Messieurs les jurés, il faut en vérité tout l'amour que vous portez à l'accomplissement de votre tâche, pour que vos forces ne vous aient pas trahis. Quel étrange spectacle ont présenté ces débats. D'un côté, une accusation appuyée sur des preuves certaines, irrécusables. De l'autre, un accusé qui nie depuis 3 jours, avec une fermeté dont il ne s'est pas départi un seul instant. Un accusé chez lequel la conscience est à ce point éteinte, qu'il demeure insensible à la vue des habits de deuil, sous lesquels vous est apparue la femme qui l'a rendue veuve, et des vêtements que son poignard a ensanglantés. Votre conviction, comme la nôtre, est déjà faite. Elle est d'une manière inébranlable. Cependant, il faut que nous remplissions notre devoir si grave et si pénible. Il faut que tout au moins nous résumions les faits, que nous en dégagions le caractère et les conséquences. Vous savez que parfois on entoure le criminel d'une certaine faveur. On oublie la victime pour s'apitoyer sur le coupable. Mais contre l'assassin de Ferret, il ne s'est élevé qu'un cri d'indignation. Et la société a demandé une vengeance légale. C'est en son nom que nous venons la requérir de votre froide et impartiale justice. » Et après avoir fait un émouvant récit du forfait principal, l'avocat général examina les charges. Vraiment, il enfonçait une porte ouverte. Ce fut si net, si persuasif, et en même temps présenté sous la forme d'un raccourci tellement saisissant, qu'à ce point du débat, les hâbleries de Salvator parurent odieuses. Les auditeurs ramenés au sérieux du procès attendaient M. Plougoulm à sa péroraison. Elle fut impitoyable.
Vous répondrez donc oui à toutes les questions posées. Mais il en reste une dernière qui celle-ci n'est point écrite. Nous pourrions peut-être nous en rapporter à vos consciences de juges. Eh bien, non. Quelque pénible que soit notre devoir, il nous faut le remplir jusqu'au bout. Des circonstances atténuantes sont-elles dues à l'accusé? Sans hésiter, nous l'en jugeons indigne. Des circonstances atténuantes. D'abord, c'est un bienfait qu'il y a faiblesse à prodiguer. Et ici, où sont-elles? Regardez si ce n'est pas le crime dans toute son horreur. Voici un homme qui ne connaît pas M. Ferret, qui ne l'a jamais vu, et qui, pour l'empêcher de crier au voleur, pour assurer l'impunité d'un premier crime, lui plonge dans le corps un poignard déjà rouge du sang de Dauphineau. Et il y aurait des circonstances atténuantes en faveur de cet assassin? Non, il n'y en a pas pour Salvatore. On vit passer comme le couperet de la guillotine. Mais déjà l'alchimiste, grimaçant et gesticulant, avait pris la parole, sans qu'on la lui donnât, et une liasse de papiers à la main, il lisait, lisait, lisait. Enfin, je vais me justifier. L'innocent meurt et ne tremble pas. Monsieur l'avocat général a fait son devoir. Je ne lui en veux point. Il vous a dit que j'étais coupable. Écoutez ma défense. Il y a des aigles autour de moi qui veulent se repaître de mon sang. Je suis étranger, messieurs les jurys, mais le sang de ma patrie a souvent coulé avec celui de la vôtre, couronnant votre pays de gloire et de laurier. Comme vous, je suis de la stirpe humaine. Il ne faut pas entendre toujours la partie opposée. J'ai considéré les choses d'après le probable, et mes raisonnements sont pleins de palpabilité. Je ne suis qu'un paysan, mais n'importe, je sais bien ce que je dis. La philosophie naturelle est la seule vraie. Toutes les autres sciences sont artificielles et végétées. Dans cette affaire, la conduite de l'homme ne pouvait avoir que 3 buts. Premièrement, le profit. Deuxièmement, la vengeance. Troisièmement, la retraite. Quel profit l'individu aurait-il eu à tuer Ferret? Était-ce pour vendre son cadavre? Si c'eût été celui de quelqu'un de connu à la bonne heure, et supposition qu'il eût frappé pour se venger, n'aurait-il pas ensuite battu en retraite? Ferret dit que son agresseur est revenu. Impossible de le croire. Ferret était animé par la haine, et quiconque a de la haine dans le cœur ne sait que mentir. Les choses doivent être ainsi, comme les pieds sont dans les souliers. Et les témoins sont-ils assez faux? Ils ont vu tomber le poignard, mais c'est impossible, il faisait nuit. C'était un éléphant. Non, c'était un lion. Ils sont en Afrique, les lions. C'était un renard. Non, c'était un lapin. C'était une mouche. C'était du gaz azoté. C'était rien. Rien. C'est comme les boucles d'oreilles. Comment aurait-on vu les miennes? Il était nuit noire. Au surplus, je demande qu'on fasse courir quelqu'un à la place où je me trouvais. Je paierai donc pour les péchés d'un autre. Peu m'importe. Mon sang est prêt. Il rougira la terre, mais ne souillera pas ma famille. Tout ce torrent de phrases incohérentes déferlait à grand fracas, et la voix de Salvatore avait atteint un tel diapason
que ses proches voisins se bouchaient les oreilles. En vain son avocat, maître Père, le tirait par le collet de sa redingote et s'efforçait de l'arrêter. « Mais taisez-vous donc à la fin. Laissez-moi présenter votre défense. » En vain le président Dupuis lui faisait observer que personne n'était sourd. L'infernal bavard criait encore plus fort. « Celui qui ment ne peut poser la pierre fondamentale. Moi, voyez-vous, je suis toujours pensif. Je vais à ma destinée. Je ne suis ni coureur ni intrigant. Dès que j'entends du bruit, je me sauve. Je n'ai jamais favorisé, ni défavorisé la révolte, et je me flatte de ne pas m'être battu en juillet. Pendant que je m'en allais paisiblement, j'ai été entouré comme un soldat au milieu d'un carré de bataille. J'ai prié qu'on me laissât. Alors on m'a répondu. Qui est bon à prendre est bon à garder. Tout le monde me serrait comme un trognon de pomme qui a des mouches alentour, et j'ai cru que la fureur du peuple allait me calpester, comme un empoisonneur. Oui, messieurs les jurys, je vous proteste que je suis innocent, et n'en ai point imposé. Je sais faire de l'or. Par le Dieu vivant, permettez que je le prouve. Qu'on me donne un creuset, un fourneau, et 10 heures de temps. Demandez-le au roi pour moi. Ne décidez pas sur les apparences. Si un homme d'un petit rang fait une découverte, on s'écrie, c'est un fou. On devrait au contraire le trouver sublime. Mais la découverte est-elle démontrée? On juge que rien n'était plus facile. Voilà ce qu'on a dit à mon illustre compatriote, Christophe Colomb. Quand un homme paraît misérable, on le juge horrible, odieux et vil. S'il est couvert des habits de la dignité, on le proclame noble. Monsieur l'avocat général m'a déclaré coupable, parce que je possédais chez moi un culot et quelques instruments. Mais pensez donc à cette grande vérité. S'il n'y a pas de maladie sans symptômes, il y a des symptômes sans maladie. De même, il existe souvent des traces et des indices de crime, sans qu'un crime ait été commis, ni même conçu. Je crains peu la mort. S'il s'agissait de la gloire de mon pays natal ou du vôtre, je courrais à l'ennemi, et je l'égorgerais, mais mourir sur l'autel du déshonneur. Je prie Dieu d'écarter ce calice. Il est trop amer. Je suis innocent. Salvatore était à bout de souffle. Depuis quelques instants, il n'articulait plus ses paroles, et ne poussait guère que des sons gutturaux. Anéanti, il se laissa tomber sur son banc, pendant que maître Père prenait la parole. Le jeune avocat était profondément ému, et bientôt on put juger à son trouble et à son désarroi qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens. Balbutiant, cherchant ses mots à travers le désert de ses idées, ne finissant pas ses phrases, demeurant court, il omit de discuter les principales charges. Il s'attacha surtout à établir que la blessure reçue par Furet n'avait pas été la cause de sa mort. Après cette piètre harangue, qui dura une demi-heure à peine, il se fit un grand silence, et une impression de malaise traversa la salle. Maître Père eut un geste de lassitude et de découragement. On le vit incliner la tête et la cacher sous les plis de ses larges manches, pour n'avoir pas à affronter les regards du public.
Le président allait déclarer les débats terminés, quand brusquement l'avocat général se dressa dans sa robe rouge. Il avait le visage sévère et soucieux, avec au front comme un pli de tristesse. Tous le regardèrent, pleins de stupeur, bien qu'en ce temps-là l'usage fût de répliquer. Ils jugeaient surabondant, inutile, peu généreux même, un nouveau réquisitoire. Salvatore était à terre, sans défense. À quoi bon l'achever? Ce fut alors sous les voûtes du vieux palais, une scène digne de l'antique, de l'histoire des magistrats illustres. M. Plougoulm allait écrire peut-être la plus belle page. « Messieurs les jurés, dit-il, et sa voix se nuança d'une émotion qui venait du cœur. Nous nous trouvons dans une situation délicate. Certes, nous ne voulons rien dire de désobligeant pour le jeune avocat que vous venez d'entendre. Son zèle fut louable, mais le zèle ne suffit pas toujours, et dans ce redoutable débat, la tâche qu'il s'est imposée était peut-être au-dessus de ses forces. La défense de l'accusé a-t-elle été complète? Nous ne le pensons pas. Salvatore risque sa tête. Il a droit à ce que rien ne soit omis, de ce qui peut militer en sa faveur. Nous ne sortirons donc ni de notre rôle, ni de notre devoir, en venant au nom de la société qui ne veut pas condamner en aveugle, suppléer à l'inexpérience du défenseur, et insister dans l'intérêt de son client, sur certaines circonstances susceptibles de pallier la gravité du crime. Et pendant 1 heure d'horloge, M. Plougoulm garda la parole. Quelle plaidoirie dangereuse pour l'accusation il prononça. Pas une charge, de la plus légère à la plus grave, qu'il n'entreprit de réfuter. La préméditation est-elle indiscutable, du seul fait que Salvatore poursuivit et revenir sur ses pas pour frapper son adversaire? Toute la scène, ne l'oublions pas, n'a duré que quelques secondes. D'autre part, en atteignant l'épaule, le malfaiteur avait-il vraiment l'intention de tuer? Rien de moins certain. La blessure, quoique fort sérieuse, n'avait pas la mort pour résultat nécessaire, et la complexion assez fragile de Ferret a pu aggraver les choses. Sans doute l'accusé portait sur lui un poignard, mais il est italien, et les usages de son pays suffisent à expliquer la possession d'une telle arme, sans qu'il soit besoin d'envisager une pensée homicide. En tout cas, son exaltation, sa pantomime, son irascibilité extrême, le désordre qui règne dans ses idées, ses divagations chaque fois qu'il se met à discourir sur la chimie, autant de motifs qui autorisent peut-être à douter de la plénitude de ses facultés mentales. Voilà ce que la défense aurait pu dire. À vous de décider, messieurs les jurés, si Salvatore mérite quelques circonstances atténuantes. Un murmure approbateur traversa la salle. Les yeux baignés de larmes. Maître Père se leva et prononça ces mots. « Vous m'avez humilié, monsieur l'avocat général. En tout autre lieu, en toute autre circonstance, je ne me serais résigné à entendre sans les relever vos premières paroles. Mais la vie de mon client avant tout. Arrière mon amour-propre, je l'immole volontiers aux intérêts sacrés de Salvatore.
L'alchimiste avait écouté dans le ravissement la réplique de M. Plougoulm. Il ne voulut pas demeurer en reste de gratitude, et s'écria la main sur le cœur. « Monsieur l'avocat général a pris héroïquement ma défense. Je vois que je suis dans un pays de magnanime. Sa conduite m'immerge de reconnaissance. Je verserai mon sang pour vous, mais non pour ceux qui sont passionnés et aveugles. Je puis dire d'eux ces paroles du Christ. Mon Dieu, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il termina par une phrase qui lui plaisait sans doute, car il l'avait déjà employée. « Je vous proteste que je suis candide et albe comme la neige. » À peine le jury entré en délibération. Le président des assises fut informé que Marietta Antonielli avait manifesté l'intention de s'empoisonner dans le prétoire même, si son amant était condamné à mort. Il la manda en chambre du conseil et lui fit déposer une petite fiole qu'elle portait dans l'une de ses poches. Paternellement, il lui représenta qu'elle devait vivre, ne fût-ce que pour aller demander au roi la grâce de Salvator. Il avait trouvé l'argument qui porte. Toute repentante, la malheureuse promit de ne pas attenter à ses jours. Mais déjà les jurés, annoncés par le tintement grêle de leurs sonnettes, avaient regagné leur siège. Ils n'étaient pas demeurés insensibles à l'éloquence, seconde manière de l'avocat général Plougoulm. Aussi, tout en répondant oui à la plupart des questions, ils avaient accordé à Salvator le bénéfice des circonstances atténuantes. « Je suis innocent! Je suis innocent !» gémit l'accusé, quand il connut le verdict. « Je paye pour un autre. Je ne demandais qu'un réchaud, qu'un tout petit réchaud et 10 heures. J'aurais prouvé des choses palpables. Ma vertu a été pesée dans la balance du vice. » Et pendant que la cour délibérait sur l'application de la peine, on l'entendit s'entretenir de ses découvertes avec un monsieur crédule, assis aux côtés de son défenseur. « Venez me voir à la prison, disait-il. Je vous donnerai un secret. Pour faire de l'or? Non, mais du fer. Le secret pour faire de l'or, je le garde. Ma grâce viendra au prix de ma vertu. » Quelques instants après, la cour le condamnait aux travaux forcés perpétuels et à l'exposition publique. Dans son rapport du 18 septembre 1837, au garde des Sceaux, le président Dupuy voulut bien ne pas désapprouver le noble geste de l'avocat général Plougoulm. « Salvator, écrivit-il, n'a évité une déclaration sévère que par la jeunesse et la mauvaise défense de l'avocat qu'il avait choisi. Les jurés, malgré leurs convictions, ont craint de s'y laisser trop entraîner, lorsqu'elles n'avaient été fondées que sur les arguments de l'accusation. Il est juste d'ajouter cependant que M. l'avocat général Plougoulm a cru que dans cette circonstance, l'humanité, qui est aussi la justice, lui faisait un devoir de suppléer à l'insuffisance du défenseur, et sans abandonner les moyens qu'il avait fait valoir au soutien de l'accusation, il avait indiqué avec clarté et loyauté ce qui pouvait être invoqué par la défense. Mais passons à des considérations d'ordre général.
bien qu'elles ne pussent concerner ici que le procès Salvator, le seul grave de la session. Il fut sans indulgence, pour la justice populaire. Dans les affaires où il s'agit de la peine capitale, les jurés abandonnent communément l'esprit de la loi, pour suivre un esprit de système. Leurs décisions deviennent une sorte de protestation tacite contre la peine de mort. Quelques odieuses, quelques aggravantes, que soient les circonstances accompagnant le fait principal. Il ne manque pas de découvrir l'existence de circonstances atténuantes. Cet excès d'indulgence produira nécessairement avec le temps de fâcheuses conséquences. Mais c'est de ce mal même que peut-être viendra le remède. Si le président Dupuy pouvait revenir au monde, il verrait de quelque manière ses espoirs se sont réalisés. Salvator, qui continuait à jouer la comédie de l'innocence, eut l'audace de se pourvoir en cassation. C'était s'engager dans une périlleuse aventure, au cas où une seconde cour d'assises eût été appelée à le juger. Heureusement pour lui, la chambre criminelle, que présidait le baron de Crouseille, ne releva aucun vice de forme. Le 23 octobre, il subit l'exposition sur la place du palais de justice, et son attitude fut la même, exactement la même que pendant les débats. Sa figure s'était amaigrie, mais sa voix de ténor était demeurée d'un solide métal. Ce gringalet avait des poumons de forge. Pas une seconde il ne cessa de palabrer et d'interpeller les curieux. « Je suis innocent !» proclamait-il. « Je meurs, victime de l'envie. De deux choses l'une, ou je suis un fou, et l'on ne devrait pas me juger, ou je suis un savant, et il fallait reconnaître mon innocence. Or, messieurs les jurys m'ont traité comme un vil coquin. Elles sont belles les lois du pays de la France. On les forge comme un fer sur une enclume de maréchal. On ne sait pas ce qu'on perd en me condamnant. Ah, ils prétendent que je ne sais pas faire de l'or. Eh bien, qu'on me donne du bois, qu'on me donne du fer, des allumettes, un cadavre, n'importe quoi, et je fabriquerai de l'or. Je suis un grand chimiste. Salvator se prenait pour Lavoisier. De temps en temps, il se tournait vers l'un des aides et lui disait tout amène. « Mon bon ami, vite quelque chose, ce que vous voudrez, et je le change en or sous vos yeux. » Il parlait encore en réintégrant sa prison. Il inaugura le jour de son transfèrement au bagne une des voitures cellulaires attelées de 5 chevaux de poste, qui venait d'être mise en service par l'entrepreneur Guillot. C'était pour l'époque un voyage rapide. 72 heures, de Paris à Brest, où le forçat chargé de fer léger et presque confortablement assis avait licence d'employer les longueurs de la route à lire des ouvrages de morale religieuse. Mais combien Salvator dut souffrir de l'obligation, où le mit le règlement, de garder sous peine de châtiment sévère le silence pendant plusieurs jours. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.